Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théa. Alors, notre émission est destinée à promouvoir la culture littéraire. Nous recevons des gens qui veulent bien partager leurs récits avec nous. C'est afin de vous les faire découvrir et surtout vous inviter à les lire. Voilà, donc avant de commencer, vous aimez Parlons de livres, n'hésitez pas à commencer par subscribe, abonnez-vous. Aujourd'hui, nous avons un nouvel invité. Il s'agit donc de M. Netonon Noël Njekeri, qui va donc nous parler de son livre « Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis ». Bonjour, M. Njekeri. Bonjour, Madame Judith Théa. C'est un plaisir de vous recevoir sur Parlons de livres. Le plaisir est partagé et je vous remercie, votre équipe et vous-même, de m'offrir cette tribune, cette magnifique tribune de Parlons de livres. C'est un plaisir parce que le livre, ouais, il faut en parler. Vraiment, il est bien écrit. Et puis les faits là-dedans, oui, ça mérite vraiment qu'on en parle. Ça mérite qu'on en parle. Bon, avant d'en parler, M. Njekeri, je vais donc vous demander de vous présenter brièvement au public, leur dire qui est M. Netonon Noël Njekeri. Voilà, donc je m'appelle Netonon Noël Njekeri, je suis originaire du Tchad. J'ai fait des études supérieures de mathématiques, suivies d'une spécialisation en informatique. J'ai travaillé une trentaine d'années comme informaticien en Suisse et depuis le 1er avril 2021, et ce n'est pas un poisson d'avril, j'ai pris une retraite anticipée pour me consacrer entièrement à ma passion qui est l'écriture. Alors, M. Njekeri, aujourd'hui, nous allons donc parler de « Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis ». Oui. Aux auditeurs, nous, on s'est régalé, vraiment, c'est délecté. Vous dites aux auditeurs un petit peu de quoi vous parlez dans le livre « Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis ». Alors, dès ma très jeune enfance, j'ai été confronté à une espèce de ce n'est pas tout à fait une contradiction, mais une différence dans la manière dont l'histoire m'était racontée à la maison par mes parents et l'histoire telle qu'elle m'a été enseignée à l'école. Alors, je m'explique. À la maison, on me parlait de l'esclavage qu'ont subi mes ancêtres et c'était un esclavage qui était essentiellement le fait dont les acteurs étaient les arabo-musulmans. C'est-à-dire qu'on prenait des esclaves dans le sud du Tchad et on les conduisait en caravane vers l'Afrique du Nord ou vers le Moyen-Orient. Et c'est de cette traite-là dont mes parents m'ont parlé. Et quand je suis entré à l'école française d'abord, et puis à l'école tchadienne, une fois que le Tchad est devenu indépendant, eh bien, dans les cours d'histoire, on m'a plutôt parlé de l'esclavage qui était lié au commerce triangulaire, c'est-à-dire la déportation des Noirs d'Afrique vers les Amériques. Hein. Et plus je grandissais, plus j'entendais parler de cette traite négrière transatlantique et je ne trouvais pas du tout de livres consacrés ou d'études consacrées à la traite qu'on appelle tantôt arabo-musulmane, tantôt transsaharienne, tantôt orientale. Hein. Et donc, c'est une question qui m'a obsédé pendant des années et pendant tout ce temps, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai été d'abord m'enquérir, recueillir des informations auprès des anciens, auprès de mes parents, auprès de ceux qu'on appelle les maîtres de la parole au Tchad, qu'on appelle les Gosta. Hein. Ce sont eux qui détiennent l'histoire, l'histoire des tribus, l'histoire des ethnies. Je me suis beaucoup intéressé à eux et évidemment, au bout d'un certain nombre d'années, j'ai quand même eu par-ci, par-là, connaissance de livres écrits soit par des Français, soit beaucoup plus tard par des gens comme Étienne Goyemide, qui est un écrivain centrafricain, qui a fait un livre sur cette traite-là qui s'appelle « Le dernier survivant de la caravane ». Et donc, j'ai réuni beaucoup de matériaux sur la question et le problème, c'est que je ne savais pas comment attaquer
ce récit-là. Hein. Et cette thématique, ce livre-là aurait dû être mon premier livre. Malheureusement, devant l'ampleur de la tâche, j'ai eu tendance à faire de la procrastination, c'est-à-dire à reporter sans cesse. Et donc, j'ai publié un certain nombre de livres entre-temps, de romans entre-temps. Et puis, il y a eu un déclic à un moment précis dans ma vie. C'était en 2013 au Salon du livre de Morne, qui s'appelle le livre sur les quais. Ça se passe en Suisse. Et cette année-là, était invitée ma consoeur et amie Léonore Miano, qui venait de publier un livre sur la traite atlantique, justement, qui s'intitule La saison de l'ombre. Et c'est le premier livre à parler de la traite, c'est l'un des premiers livres à parler de la traite, mais vu du point de vue des Africains, mais de la traite atlantique de Ngo. Et lors du débat qui a suivi la présentation de son livre, je lui ai dit, mais écoute, Léonora, c'est bien ton livre, c'est formidable, ça donne enfin à voir aux gens la manière dont nos ancêtres ont vécu cette traite-là. Mais il faudrait aussi qu'on s'occupe de la traite transsaharienne. Celle-là, eh bien, quand on entre dans les bibliothèques, on n'en parle pas. Et donc, elle a eu cette réaction que je trouve aujourd'hui salutaire. Elle m'a mis au défi d'écrire un livre sur la question. Et donc, c'est ça qui m'a, si vous me passez l'expression, donné le coup de pied nécessaire pour attaquer frontalement mon sujet, mon obsession principale, qui était de consacrer un roman à la traite transsaharienne. Donc, à partir de là, 2013, je me suis jeté sur ce sujet-là. Et en 2017, il y a eu une actualité qui va encore renforcer ma conviction. C'était le reportage mené par Nima El-Bajir de CNN sur la vente à la criée de Noirs en Libye. Ça a vraiment, je me dis, mais il faut absolument que je fasse ce livre. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, même si ça a été un peu long. Mais écoutez, c'est qu'il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire sur le sujet. Voilà. J'en ai appris beaucoup. Vraiment, comme vous dites, on n'en parle pas. On parle plus, effectivement, de la traite transatlantique, mais pas de la traite arabo-musulmane ou subsaharienne. Et là, d'entrer dans le livre, je tombe sur cette traite arabo-musulmane. Vous dites ce qui se passe en Libye, on se dit, voilà, mais ça dure, mais ça continue. C'est quand même étonnant de savoir que ça continue maintenant, sachant que cette traite arabo-musulmane a commencé avant même la traite transatlantique. Absolument. On sait précisément quand cette traite a commencé, du moins dans sa forme massive. On sait la situer précisément. C'est en 652, un certain général musulman qui s'appelait Abdallah à cette époque-là vaincu un roi nubien qui s'appelait Kalidurat. Et il lui a imposé de livrer chaque année à l'imam des musulmans à Assouan 300 à 500 esclaves. Donc, c'est à ce moment-là que ça a commencé. Et donc, bon, moi, j'aurais pu partir de 652, mais je me suis plus modestement arrêté, intéressé à une période qui m'a toujours interpellé, qui était la fin du 19e siècle. C'est-à-dire le moment où le destin de l'Afrique a basculé. Avant les indépendances. Voilà, et à partir de là, le roman, en fait, couvre toute cette période-là jusqu'aux indépendances, mais en rappelant en filigrane cette histoire qui a commencé depuis très, très longtemps. Et ce que j'aime à rappeler quand on donne l'occasion, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est que cette traite arabo-musulmane, elle a commencé avant la traite transatlantique. Elle a même fourni à la traite transatlantique son argumentation, son argumentaire, son bien fondé, entre guillemets, religieux. Et aujourd'hui, elle se poursuit encore. Et vous voyez, si vous, sans parler sans évoquer forcément cette histoire de vente à la criée de Noirs à Tripoli en 2017,
Aujourd'hui, chez moi au Tchad, il y a encore des jeunes qui sont enlevés, qui disparaissent, hein, qui sont esclavagisés. Ou récemment, dans Le Temps, le journal Le Temps de Genève, il y a eu un reportage sur le trafic de femmes mené depuis le Kenya au bénéfice des États des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. Donc, vous savez, cet esclavage existe encore aujourd'hui. Hein. Et si vous tracez un triangle qui va de Dakar à Djibouti, de Djibouti à Maputo et de Maputo à Dakar de nouveau, vous avez dans ce triangle-là un territoire qui souffre des survivances de cet esclavage-là. Et si on considère en plus la bande sahélienne, c'est une bande qui est en proie à différentes guerres civiles, des guerres djihadistes, etc. Si vous creusez un peu, hein, le terreau qui alimente ce conflit-là remonte à des liens directs avec cette traite esclavagiste. C'est ça. On revoit, parce que dans le livre, c'est ça, ça part de l'Afrique, on les amène jusqu'à Khartoum, et là, c'est les razzias. Il faut imposer la religion parce qu'on a affaire à un peuple de sauvages, alors il faut les convertir pour les civiliser. Voilà. Convertir, c'est les forcer à l'islam. Voilà. Les razzias, c'est vraiment, c'est touchant. On les prend même tout petits. On prend les enfants, hein. On a voilà, le fameux émir Rabat qui va dans les villages, il rase et on enlève des enfants 11, 15 ans. Et on les vend. Parce que c'est plus facile à changer les enfants. On les gave, on les vend, on leur inculque, voilà. L'enfant, il s'adapte facilement et puis il oublie d'où il vient à la longue. Voilà. Ouais, il oublie d'où il vient et puis tout ça, c'est assis, en fait, c'est justifié par des fondements religieux. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est que aujourd'hui, les personnes qui s'intéressent à qui sont touchées de près ou de loin par cette traite-là, sont tombées dans une espèce de syndrome de Stockholm. Vous savez, c'est ce fameux syndrome-là qui fait que l'otage finit par prendre le fait et cause pour le preneur de l'otage. Eh bien, nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui chez même un certain nombre de nos intellectuels qui refusent de voir cette réalité-là. Qui refusent de voir cette réalité-là et qui ont tendance toujours à mettre en avant tous les méfaits perpétrés par les Occidentaux en Afrique. On ne peut pas nier ce méfait-là, hein, mais les turpitudes des uns n'excusent pas celles des autres. Hein. Et donc, il faudrait qu'on assume notre histoire. Hein. Il faudrait qu'on se la réapproprie, sinon on va continuer à se taper dessus et les autres viendront se servir de nos richesses, des richesses de notre sous-sol, etc. Et c'est là, pour moi, la question fondamentale, c'est qu'il faut qu'on s'intéresse à cette histoire-là. Parce qu'il y a un certain nombre d'intellectuels qui ont essayé d'en parler et qu'on a soit étouffé, voilà, fait taire, etc. Il y a eu des gens courageux. Il y a un livre aussi qui m'a beaucoup stimulé, c'est L'esclavage en terre d'islam du regretté Malek Chebel, hein, que je vous recommande hein, si vous ne l'avez pas encore lu. Hein. C'est un livre fondamental. Et là, il, lui, décortique bien le mécanisme mis en place, notamment dans les cénacles comme l'UNESCO, les grandes organisations internationales, pour qu'on ne parle pas de cette affaire-là. C'est-à-dire que quand on convoque un colloque sur l'esclavage, il est de bon ton de parler de la traite transatlantique, mais pas de l'autre. Il y a eu une espèce de chape de silence qui a été posée là-dessus. Et je pense que c'est une espèce de gouffre à notre identité. Si on ne comble pas ce gouffre-là en nous réappropriant notre histoire, eh bien, on va continuer à être des êtres déséquilibrés. Voilà.
C'est effectivement important. Ce genre d'informations, effectivement, c'est des histoires qui doivent être enseignées dans des écoles en Afrique, que les enfants, la nouvelle génération sachent ce qui s'est Mhm. passé à l'époque, parce que ça justifie un petit peu, quand on voit au Tchad, là, vous parlez, par exemple, de Rabat. On sait que les Oui, razzias se faisaient, des razzias, d'ailleurs, ça rappelle aussi les croisades, hein, oui, imposer la religion absolument. aux sauvages. Voilà, les chrétiens ont fait pareil avec leurs croisades, imposer la religion aux sauvages pour les sortir de leur animisme, et puis les autres font les razzias. Mais c'était tellement brutal. C'était tellement brutal. Et comme vous dites après, ça n'a pas changé parce que après les indépendances, quand sont arrivés le Dipanda, vous parlez Mhm. de Oui, Dipanda, oui, l'indépendance, on s'est rendu compte que on sort du colonialisme, on passe au néocolonialisme. oui. C'est Mhm. c'est les mêmes pratiques. C'est C'est vraiment les c'est- mêmes pratiques. Donc, c'est- c'est exactement les mêmes pratiques parce que, vous savez, je ne le dis pas assez dans le livre, mais au Tchad notamment, euh, bon, ce qu'il faut rappeler pour l'Afrique en général, c'est qu'à la conférence de Berlin, quand c'est décidé, quand les puissances européennes et américaines, parce qu'il y avait les États-Unis qui étaient représentés aussi à la conférence de Berlin, de fin 1884 à début 1885, et bien quand ces puissances-là se sont réunies, non pas pour se prendre un compas, une règle et se partager l'Afrique comme on a souvent tendance à le caricaturer, mais ils se sont entendus sur les règles du partage de l'Afrique. Hein. Et je crois qu'au 6e point de l'accord qui a été signé, de l'accord de Berlin, il y avait la nécessité, enfin invoquée par les puissances européennes, de mettre fin à la traite négrière arabe. Hein. C'est marqué, je crois que c'est le point numéro 6. Et donc, au Tchad, par exemple, quand les Français, à la fin du 19e siècle, ont imposé leurs lois, eh bien, ça, il s'en est suivi pour les royaumes négriers du centre du Tchad une crise économique incroyable parce que ils ne pouvaient plus vendre des esclaves déjà. Hein. Ils ne pouvaient plus avoir des esclaves parce qu'il y avait un certain nombre de travaux qui étaient réservés aux esclaves, notamment l'agriculture, le transport de l'eau, la garde du bétail, etc. Tous les travaux qui nécessitaient beaucoup d'efforts étaient dévolus aux esclaves. Et à partir du moment où on empêchait à ce gens-là de pratiquer ce commerce qui était devenu ancestral à force de perdurer dans le temps, eh bien, c'était la crise économique. Donc, vous voyez, c'est ça. Et au moment des indépendances, eh bien, le gouvernement tchadien de l'époque a décidé de nouveau de faire blackout sur cette histoire-là. Hein. On a dit non, 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 ces histoires des gens du Nord qui venaient faire des esclaves au Sud, ce sont les Français qui ont inventé ça pour nous diviser. Hein. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui encore, au mois de novembre dernier, j'ai participé à un colloque via Zoom avec des universitaires tchadiens qui m'ont tenu ce discours-là, qui ne veulent pas regarder cette réalité en face. Hein. Oh, ce sont les Français qui ont inventé cette histoire-là pour nous diviser. Et il y en a qui voudraient même qu'on érige une statue à Rabat, à l'émir Rabat, parce qu'il se serait opposé aux Français, que ce serait un héros national tchadien. Mais vous savez, la tête de l'émir Rabat, Rabat a été tué par les Français à Kousséri, hein, dans l'actuel Cameroun, le 22 avril 1900. Ils lui ont découpé la tête et sa tête est encore aujourd'hui au musée de l'Homme à Paris. Et que je sache, ces turiféraires n'ont jamais cherché à récupérer ces dépouilles. Hein. Ne serait-ce que par humanité, on devrait ramener cette dépouille-là soit au Soudan, d'où Rabat est originaire, soit au Tchad, soit au Cameroun où il a sévi, soit au Nigeria pour lui donner une sépulture décente. Mais personne ne parle de cette affaire-là et on veut ériger une statue à Rabat. wow, wow. Alors, la dernière fois que quelqu'un a osé m'en parler,
lui ai dit, écoutez, Rabat ne défendait pas l'État tchadien, il défendait son commerce. L'État tchadien, le Tchad en tant que tel, n'existait pas à l'époque. Donc, Rabat ne pouvait pas être considéré comme un héros national tchadien. Voilà. Ah oui, attendez, avec ce qu'on lit, c'est eux, il est parmi ces personnes qui ont effectivement détruit des royaumes pour imposer l'islam. Enfin, il a islamisé des royaumes, voilà, avec toute la force qu'il fallait. D'ailleurs, des pratiques, Hissène Habré qui a fait comme lui là. Parce qu'effectivement, on voit des Tchadiens, certaines tribus, peut-être, je ne sais pas, avec des scarifications. Ça faisait partie des coutumes ancestrales, je ne sais pas, mais quand même, j'ai remarqué dans ce livre, Rabat et Hissène Habré qui a pris la relève ont imposé des sceaux. Sceaux Rabat, sceaux Hissène Habré, en mettant des scarifications aux Tchadiens. Oui, c'est des pratiques qui sont, les scarifications, bon, sont soit des signes de reconnaissance, comment dire, totémiques, ancestraux, mais soit c'est aussi induit par le commerce des esclaves. C'est qu'une personne qualifiée, elle est dévalorisée et elle n'intéresse pas forcément les esclavagistes. Vous voyez? Donc, il y a toutes ces raisons-là qui viennent s'ajouter, mais dans le cas de Rabat en particulier, c'était une manifestation de sa mégalomanie, tout simplement. C'était une manifestation de sa mégalomanie. Et donc, tout mon roman est traversé par cette répétition de l'histoire. Et quand l'histoire se répète, c'est que quelque part, on la transmet mal. On la communique très mal. Et aujourd'hui, en Afrique, les canaux traditionnels, les canaux qu'on a hérités de nos ancêtres pour transmettre l'histoire, ce canot-là est brisé. Les griots, les gostards, comme on les appelle au Tchad, eh bien, ils ont été récupérés par la politique d'aujourd'hui et ils ne donnent à entendre que les vérités historiques voulues par les politiques d'aujourd'hui. Alors qu'ils devraient édifier, comment dire, transmettre une histoire qui édifie les gens. Donc, on ne peut plus compter sur ce genre-là pour transmettre la vraie histoire. Et il faudrait que les intellectuels africains s'intéressent à cette histoire-là. Il faut qu'on se batte avec la même vigueur pour récupérer nos œuvres d'art qui dorment dans les musées ou chez des particuliers ici en Occident, qu'on utilise la même vigueur pour nous réapproprier notre histoire, pour dire notre histoire. Et j'aime bien répéter cet adage qui est assez galvaudé. Vous savez, tant que le lion ne racontera pas l'histoire de la chasse, eh bien, le chasseur s'y taillera toujours le beau rôle, n'est-ce pas? Donc, il faudrait qu'à un moment donné, on équilibre les choses. Équilibre les choses, c'est vrai. Alors, il y a un personnage très, très intéressant dans le livre, c'est le personnage de Thomas Tau. Thomas, qui effectivement a été entraîné comme la plupart des garçons, vous avez mis de 11 à 15 ans, on les castrait. Et castrait, et il va donc sur cette kirta. Ça fait partie du roman ou ça a vraiment existé? Non, les kirtas existent. Les kirtas, oui, absolument. Il y en a une qui est très emblématique de toutes les autres, c'est l'une des plus grandes qui s'appelle l'île de Kofia. Et donc, ce sont des îles qui sont mouvantes sur le lac Tchad, et qui étaient beaucoup plus nombreuses à l'époque où le lac était à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Le lac était dans sa forme optimale. Donc, à cette époque-là, les kirtas étaient encore plus nombreux. Mais ça existe encore aujourd'hui. Ça existe. Ce n'est pas une invention romanesque. Voilà. Donc, cela dit, la figure principale du roman, c'est ce personnage de Thomasta, auquel vont s'ajouter deux autres personnes asservies, qui sont Yasmina, qui est d'origine yéménite et donc blanche, et Zeytoun, qui était un enfant qui était destiné à l'esclavage et qui va réussir à se libérer en s'enfuyant de sa caravane, qui va profiter d'une situation où la caravane sera attaquée par des pillards ou peut-être des troupes même de l'émir Rabat pour s'enfuir.
Et donc, tous ces personnages-là vont se retrouver. Les deux qui proviennent de l'Arabie, ce sont Thomasta, donc, qui a été castré, qui a travaillé longtemps comme eunuque, et qui va se retrouver pour des raisons internes au harem dans lequel il servait. Il va se retrouver à convoyer Yasmina vers son Yémen natal pour la mettre à l'abri de ses coépouses qui menaçaient de la tuer parce que le maître de maison est mort dans ses bras. Hein. Donc, chemin faisant en direction du Yémen, Thomasta et Yasmina vont décider finalement, cette dernière estimant qu'elle est elle-même une esclave, puisqu'elle a été vendue à son mari contre son gré, elle va dire à Thomasta, écoute, moi je veux bien te suivre, c'est aussi peut-être la seule manière de me libérer, donc partons. Et donc ils vont revenir en Afrique, ils vont traverser l'Égypte, le Soudan, ils vont se retrouver au Tchad et ils vont faire chemin vers le village d'origine de Thomasta. Et en chemin, ils vont croiser ce gamin en fuite qui s'appelle Zeytoun. Et les deux vont se rendre compte que du fait de l'insécurité créée par les razzias de l'émir Rabat, il est illusoire de chercher à rejoindre le village d'origine de Thomasta. Et donc, ils vont aller trouver refuge dans le lac Tchad. Le lac Tchad qui a toujours été un refuge pour des gens qui sont en rupture d'ordre, n'est-ce pas, les replis de justice, ceux qui fuient, ceux qui veulent fuir l'ordre établi sur la terre ferme, eh bien, ils peuvent trouver refuge dans le lac Tchad. Et donc, eux, ils vont s'enfoncer dans le lac Tchad et ils vont aller se trouver une kirta, une île mouvante, hein, et ils vont essayer là de créer une société totalement utopique. Hein, une société où chacun aura le droit de croire en ce qu'il veut, où l'esclavage, évidemment, est proscrit, et où ils vont essayer de régénérer cette forme de solidarité africaine que Mandela a popularisée sous le nom d'Ubuntu, et qu'au Tchad, on appelle Noji. Hein, on appelle Noji ou Lingui. C'est-à-dire que c'est la solidarité et c'est en discutant ensemble qu'on va décider qu'on va prendre les décisions qui engagent toute la communauté. L'ITAF qu'il impose une personne, toutes les personnes. Vous nous expliquez un peu? Alors, une personne, toutes les personnes, ça signifie que l'individu n'est rien sans la communauté et la communauté n'est rien sans l'individu. Hein, c'est l'individu qui compose la communauté et s'il n'y a pas d'individu, il ne peut pas y avoir de communauté. Hein, et inversement, hein, s'il n'y a pas de communauté, l'individu, il va se contenter de se regarder dans un miroir ou dans une nappe d'eau, il ne va pas constituer une communauté. Donc, c'est ce lien d'interdépendance entre la communauté et l'individu que veut traduire cette maxime-là. Oh là là, vraiment super. Il y a un autre personnage aussi, c'est Baoura. Baoura qui arrive, voilà, c'est donc un ancien tirailleur. Voilà. Puis, il se retrouve, comme par hasard, il atterrit dans l'île. Oui. Et puis, c'est lui, l'île vivant en autarcie, c'est lui, en fait, qui nous rapporte les nouvelles du monde, de ce qui se passe, voilà, dans le monde. Hein? Voilà, exactement. C'est-à-dire, Baouro était un ancien tirailleur, ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, hein, et qui provenaient en fait d'un peu partout en Afrique, de Madagascar, de Centrafrique, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Togo, etc. Mais on les a ramassés sous le terme générique de tirailleurs sénégalais. Et donc, de retour de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il s'est mis à militer pour l'indépendance. Et dans le cadre d'une manifestation organisée pour réclamer l'indépendance, il en est arrivé à tuer un colon, hein, et à prendre la fuite. Et donc, il s'enfuit et il va chercher refuge dans le lac Tchad et il va finir sur la Kirta, hein, qui s'appelle Keiba dans le roman, et qui était la Kirta fondée par Thomas. Et donc, c'est lui qui va faire le lien, un peu, qui va raconter un peu les bouleversements en cours dans le reste de l'Afrique,
voilà, aux insulaires, c'est-à-dire aux habitants de l'île. Mhm. Et, et cette figure de Bauro, je l'ai un peu empruntée à mon père, puisque c'est à mon père que j'ai dédié ce roman. Et mon père a été a combattu dans l'armée française contre les nazis. Il a été blessé à Monte Cassino. L'épisode qui parle de Monte Cassino dans le roman, c'est un épisode que je tiens de la bouche de mon père. Et de même que une partie de l'action militante de Bauro, parce que mon père a été un partisan d'une figure de l'indépendance africaine qu'on a oublié, qu'on a tendance à oublier, surtout au Tchad, qui s'appelait Gabriel Lisette, qui était d'origine antillaise, et qui a cofondé avec Houphouët-Boigny le Rassemblement démocratique africain. Et ce même Gabriel Lisette a fondé le Parti progressiste tchadien, qui était affilié au Rassemblement démocratique africain. Donc, c'est l'un des premiers partis à militer pour l'indépendance du Tchad. Mais dès que l'indépendance a été obtenue, le premier président tchadien de l'époque, Thomas Mbaye, voilà, ne supportait pas, comment dire, le charisme de Lisette. Et donc, il l'a envoyé en mission en Israël. Et quand Lisette se trouvait à Jérusalem, il l'a déchu de sa nationalité tchadienne. Il lui a interdit de revenir au Tchad. Ce qui fait que Lisette, finalement, est retourné en France. Et puis après, il s'est installé en Côte d'Ivoire où il est décédé. Et c'est une grande figure de l'histoire tchadienne en particulier et africaine en général. Et on n'en parle pas. Et j'ai voulu, d'une certaine manière, lui rendre hommage dans ce livre. Mm-hmm. Oui, c'est vraiment très, très bien fait. C'est très dit. Écoutez, le livre, il y a une richesse d'informations, vraiment une richesse d'informations. On se rend compte alors comment s'est formé le Tchad. Au départ, la Grande Eau, vous dites que la zone s'appelait la Grande Eau qui regroupait le Cameroun, le Niger, le Nigeria. Et le Tchad. Et le Tchad. Et le Tchad. En fait, il y avait une étendue d'eau, c'était ce lac-là qu'on appelait la Grande Eau. Et c'est un explorateur allemand ou français qui finalement est venu et est tombé sur un pêcheur autochtone et qui lui a demandé mais quel est le nom du pays. Et comme ils étaient au bord de la Grande Eau, le gars lui a dit voilà, Tchad. Ce qui en langue yédina, en langue kanouri, signifie justement Grande Eau. Et lui, il a noté ça et il en a fait le nom du pays. Ça. Écoutez, ce récit est majestueux. Vraiment, merci. Un récit très, très riche. En fait, c'est presque un récit historique. C'est vraiment, je le prends comme ça. Un récit historique, voilà, c'est bouleversant, c'est poignant, c'est saisissant. Les personnages sont attachants, courageux, persévérants. Et il y a des personnages odieux, évidemment. Voilà, parce que bon, on parle d'esclavage, tout ça. Donc, tous ces caractères sont réunis et dans un contexte, comme vous dites, il est important. C'est vrai qu'on dit non, le passé, non, on ne s'occupe pas du passé, tout ça, mais je crois que si, pour reconstruire, pour se reconstruire ou alors avancer, aller de l'avant, beaucoup de jeunes Africains doivent savoir ce qui s'est passé avant. Pourquoi ils se retrouvent musulmans aujourd'hui? Pourquoi ils se retrouvent chrétiens aujourd'hui? Oui. Donc, c'est tout ça qu'il faudrait. C'est vraiment une nécessité absolue aujourd'hui, c'est de nous réapproprier notre histoire. C'est de dire ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé, sans rien omettre, et d'en tirer des leçons pour l'avenir. Donc, on ne peut pas être au monde, on ne peut pas être au monde si on n'a pas le sentiment qu'il y a eu des gens avant nous qui ont parcouru un certain chemin, qui ont réuni, qui ont créé un certain nombre d'œuvres d'art. Voilà, alors vous donnez tous ces détails très, très, très intéressants, très importants, parce que moi, j'ai appris tellement de choses. J'ai vraiment appris beaucoup de choses en lisant ce livre. Pour moi, il reste historique. C'est un livre d'histoire. Parce qu'en plus, il y a des noms comme Hissène Habré, voilà, on sait un peu quand on rentre dans les indépendances, et vous le dites tellement bien que finalement, en se rendant compte, on sort de l'esclavage,
on arrive au Dipanda. D'ailleurs, vous allez la Baobab, comment vous l'appelez? Baobab. Baobab. Mhm. Voilà, Baobab. Ouais. le thème Baobabia, voilà, on tombe dans la Baobabia, mais on se rend compte que les mêmes pratiques sont là, abus de pouvoir, voilà, arrestation arbitraire, emprisonnement arbitraire. On rentre dans une pardon, dans une époque coloniale, parce que dans les années 1960, c'est vrai, c'était le Dipanda, l'indépendance. Mhm. Mais bon, quand on lit, on prend cet exemple au Tchad de ce couple qui a un restaurant, voilà, Mhm. emploi des Noirs, mais c'est les injures, hein, c'est les Ah injures, oui, 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 voilà, oui. chien, bamboula, voilà, pourtant, dans un pays dit indépendant. Oui, absolument, absolument. L'indépendance, tout le monde l'accepte aujourd'hui. C'est une indépendance de façade. Il y a des choses qu'on a imposées. Il y a des accords secrets. On en parle beaucoup ce temps-ci concernant le Mali, qui continuent de ligoter nos États néocoloniaux. Donc, l'indépendance n'est qu'une indépendance de façade, hein. Et l'indépendance reste à conquérir. La vraie indépendance reste à conquérir. Même si l'indépendance, c'est vraiment une utopie, hein. C'est de nouveau une utopie, un idéal que tous les pays du monde poursuivent, hein. Même la France, même l'Angleterre, même Partout, même ici. voilà, les pays ne sont pas On indépendants. parle de démocratie, Voilà. Voilà. vraiment. On est tous dépendants les uns des autres, mais il faudrait que on puisse arriver à une certaine autodétermination. C'est ça le but. Chaque peuple, C'est-à-dire, chaque voilà, peuple. chaque peuple, sur des choix donnés, doit se déterminer de lui-même, hein, et pas qu'on lui impose des décisions de l'extérieur qui puissent le prétériter dans ses intérêts, etc. C'est ça ce qu'on aimerait, c'est ça ce qu'il faudrait atteindre dans l'idéal. C'est ça. Mais on continue, hein, ce qui c'est comment dire, la preuve que j'en donne dans mon livre, la preuve absolue, c'est que Thomas, mon personnage, a fui dans le lac Tchad durant la période coloniale parce qu'il a tué un colon. Il revient après l'indépendance, pensant que tout ça, bon, maintenant que le pays est libéré, il ne lui en sera pas tenu grief. Eh bien non, on le condamne pour ça. Exact. Baouro, Baouro, Paolo, exactement. voilà. Baouro, Paolo, pardon, oui, je me suis oui, trompé. c'est ça. C'est Ah, incroyable. C'est ça. Pendant le Dipanda, voilà, il a réagi ben, parce que, voilà, on était en plein mouvement d'indépendance, tout ça. Et puis, mhm, voilà que l'indépendance est là, il y a un président qui est censé être africain, nationaliste, tout ça, et on mhm. le poursuit pour un fait, voilà. Voilà. C'est incroyable, oui, oui. Au nom d'un principe tout à fait noble, c'est-à-dire qu'un crime commis pendant la colonisation reste un crime commis, reste quand même un crime après l'indépendance. Action. Ouais. C'était, en lisant, je me suis dit: «Oh là là», c'était déjà des signes avant-coureurs. Voilà. À voir où mèneront ces indépendances. En Mais, lisant voilà. ça, je me suis dit: «Oh là là», les signes avant-coureurs étaient là maintenant. On parlait d'indépendance, mais c'était vraiment pas ça. Les signes Mhm. étaient là déjà et d'ailleurs, vous le dites que, vous l'écrivez en disant: «C'était pourtant des indépendances», mais ils ont gardé le territoire morcelé. Absolument, absolument. Ils auraient dû faire quelque chose, quoi, enfin. Voilà, c'est ce que Senghor appelait d'une expression très fleurie la balkanisation de l'Afrique, hein. Il y a eu un certain nombre de dirigeants, hein, des pères de nos indépendances, qui ont essayé quand même de se dire, mais on devrait garder, comment dire, les regroupements territoriaux, ne serait-ce que dans l'Afrique francophone, l'Afrique dite francophone, ne serait-ce que garder l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique occidentale ensemble, et puis l'Afrique centrale en une seule entité. Mais même ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que, je le dis je le concède assez vulgairement dans le roman, chacun voulait avoir un trône pour poser son derrière, hein. Donc, c'est ce qui a fait que
on a aujourd'hui des États qui sont morcelés. Hein. Si la France coloniale a choisi de mettre le Tchad, le Centrafrique, le Gabon, le Cameroun, le Congo-Brazzaville ensemble, c'était pas pour les beaux-yeux des nègres. C'est parce que c'était une entité qui constituait un domaine économique viable. Hein. Pour les intérêts français, s'entend. Les intérêts français, oui. Sans Voilà. compte, Mais, mais on aurait pu récupérer tout ça à notre avantage et puis constituer des entités euh, être viables, hein, ne serait-ce qu'en termes d'alimentation, de bétail, etc. Au Tchad, on est un pays d'élevage, il y a beaucoup de bétail. Au Congo, il y en a moins. C'est sur ce genre de détails-là que les Français ont créé ce découpage. Et nous, on est venus et on a morcelé tout ça. Hein. Je crois que c'était pas la meilleure des choses à faire. Mais bien sûr, sachant que des tribus entières ont été divisées comme ça. Voilà. Là, on trouve les mêmes tribus, par exemple, au Gabon, qu'on trouve au Cameroun, qu'on trouve Donc, en fait, c'est des tribus qui ont été séparées, divisées. Voilà. C'est des peuples que j'emploie. Je crois que c'est dans ce livre-là que je parle de peuples éventrés à la verticale du nombril. Hein? Donc, c'est ça le problème. Hein? Ma mère, par exemple, elle vient d'une région qui a été morcelée entre le Cameroun et le Tchad. Donc, j'ai des oncles qui sont camerounais, j'en ai qui sont tchadiens. Hein. Donc, je dirais, c'est tout ça, c'est toute cette histoire-là qu'on essaie d'effacer, de niveler, et ça ne nous rend pas du tout service. Ça ne nous rend pas du tout service. Il faudrait aller vers plus d'intégration, hein, et pas conserver ce morcellement qui n'est pas de notre fait, qui n'est pas conforme à nos traditions, qui n'est pas conforme à notre vision historique. Hein. C'est là le très gros problème, quoi. Vraiment, écoutez, ce livre, on en parlerait. Il nous faudrait, je ne sais pas combien d'heures pour en parler, tellement il y a des faits, il y a des informations, effectivement, qui méritent d'être vraiment mises à nu. Il faut vraiment qu'on en parle. Le temps passe vite. Mesdames et messieurs, vraiment, je vous encourage à le lire, à le lire. Et il est tellement bien écrit. Je dis, c'est vraiment un récit majestueux qui reste un document historique pour moi, parce que j'ai appris tellement de choses. Vous voyez, merci beaucoup. l'Afrique. Ça tombe bien que vous releviez l'aspect historique parce que j'aurais voulu, moi, étudier l'histoire. Je suis un historien raté, en fait. Hein, j'aurais voulu étudier l'histoire et pour des raisons qui seraient trop fastidieuses d'expliquer ici, mais j'ai dû faire les mathématiques. Hein. Mais mon premier amour, c'était l'histoire. Et il y avait deux choses que je faisais et que je savais que j'allais faire au sortir de l'enfance, c'était écrire et étudier l'histoire. Hein. J'écris maintenant et j'essaye de composer, de compenser le fait de n'avoir pas étudié l'histoire en lisant beaucoup de livres historiques et en allant autant que faire se peut vers les anciens pour connaître ce qui s'est passé de notre histoire. C'est très important. C'est très important. En tout cas, merci, parce que on en profite vraiment avoir toutes ces informations. Comme vous savez, mesdames et messieurs, le temps, on n'a pas assez de temps, on ne peut vraiment pas parler de tout. Il serait bien que vous-même, vous découvrez vraiment le livre, achetez-le, lisez-le, vous allez voir. On n'a même pas parlé du tiers de ce qu'il y a dans le livre. Il y a tellement de choses là-dedans. La naissance du Tchad, tout y est. Il nous parle des Kirtas, comment ce commerce se faisait, d'esclavage. On allait faire des razzias dans des villages, embarquer des enfants et les emmener vers Khartoum et tout le reste, rentrer un peu partout. On découvre beaucoup de termes, c'est ça, le Noji, le Ndjadji, le Ndadji. Voilà, il y a plein de termes qu'on découvre dans le livre.
Après, on vient aussi à l'époque des indépendances. On découvre aussi comment après, en partant de cette île, bon, qui est romancée, l'île Kéba, mais Mhm. voilà, la Kirta existe, mais vous avez romancé effectivement l'île Kéba. Savoir après le travail que cet aïeux appelé Tomasta a fait en disant que chacun choisit sa Sa religion. religion. Il n'imposait pas de religion parce que pour lui, c'est plus l'humanité, hein. Voilà. Mhm. Il Absolument. parlait de ça, donc il n'imposait pas. Malheureusement, des siècles après, l'esclavage revient avec Boko Haram, tout ça. Voilà. Et c'est un de ses aïeux, un de ses petits-petits-fils, Nour, se retrouve donc embrigadé dans ces écoles de Boko Haram. Voilà, et puis ils deviennent ce que vous appelez, comme les jeunes, la brigade des candidats aux martyrs. C'est souvent des Voilà. jeunes, voilà, qu'ils Mhm. prennent et puis à qui ils promettent le paradis. Voilà. Le Djana, le paradis, c'est le Djana. Jana, Jana, oui. Mhm. Djana, ils promettent le paradis et puis bon, ils leur font tellement un lavage de cerveau que les enfants vraiment sont dans un second état, hein. Absolument. D'ailleurs, après un jeûne, voilà, ils sont dans un second état en disant que oui, ils vont aller au paradis où ils vont trouver des déesses ou je ne sais pas quoi. Mhm. Non, devenir des shahids, un shahid, Un shahid, un martyr. un Un martyr martyr. Un de martyr. Et puis, dans le paradis, dans Jana, il y a les houris. Hein, c'est les belles jeunes vierges qui sont promises aux shahid, justement, aux martyrs. mais vous imaginez, mettre dans la tête d'un enfant de 13 ans Mhm. d'aller mourir, voilà, pour devenir un shahid parce que là-bas, au Shana, des vierges Mhm. l'attendent. Il Bon, y a, il y a- il y a un nombre précis de vierges qui leur sont promises. C'est 72. Il y a 72 vierges. 72 hier, 60. Voilà. 72, oui. Je Oui, parle. j'ai compris, j'ai compris. Voilà. C'est Euh, canadien, ça, oui, 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 oui. voilà, c'est Donc, ça. c'est. Et découvrez aussi, voilà, Monsieur Njekeri parle évidemment de la République des mains coupées. Oui, Il y a cette histoire dramatique sur les mains coupées au Congo. au Congo, voilà. Voilà. Ou pour quelle raison que ce fut, je ne sais plus, il fallait, on coupait, les travailleurs n'atteignaient pas le quota, tout ça. Oui, il n'atteint pas le quota, mais c'est dû à une politique. Vous savez, l'administration coloniale belge au Congo avait créé euh, une structure militaire pyramidale. C'est-à-dire que comme il y avait à l'époque très peu d'Européens, très peu de militaires européens engagés, ils ont donc recruté des soldats sur place. Hein. Et la hiérarchie cette espèce de police-là qui a accompagné l'aventure coloniale était essentiellement blanche. Et cette hiérarchie va vivre dans la terreur du soulèvement des Noirs. Hein. Alors, pour essayer de tenir, de prévenir ce soulèvement, eh bien, on va compter aux Noirs les munitions qu'on va leur donner. C'est-à-dire qu'il faut que chaque fois qu'un Noir tire un coup de fusil, voilà, il faudrait que les soldats noirs de la police belge justifient chaque balle qu'ils tirent. Hein. Et donc, ce qui va se passer, c'est que on va leur exiger de ramener la main coupée de la victime. Hein. C'est-à-dire que chaque fois qu'il tire sur quelqu'un, il faut qu'il ramène la main coupée de la victime. Et donc, comme à l'époque, les gens avaient besoin de, euh, de tuer des bêtes sauvages, en fait, des buffles, des antilopes, etc., pour faire du commerce, eh bien, ils allaient abattre, par exemple, un buffle, et dès qu'ils croisaient un paysan, ils l'abattaient, ils lui coupaient les mains. Donc, tout ça est ajouté au fait aussi que les gens qui ne livraient pas leur quota de caoutchouc, ils pouvaient être amputés d'une main, et puis la fois suivante de l'autre main, ce qui faisait que il y avait de plus en plus de manchots, des gens sans main dans le pays. Hein. Donc, c'est un fait qui ressort de plus en plus aujourd'hui, mais qui a été pendant longtemps occulté. Hein. Oui, Et à l'époque, il y avait des journalistes qui avaient parlé
de l'État indépendant du Congo comme la République des mains coupées. Des mains coupées, oui. Je vais lire un petit paragraphe rapidement avant qu'on ne termine, justement sur ce qui se passait au Congo. Alors, vous dites ceci à la page 218. Durant plus d'une vingtaine d'années, ce territoire, 77 fois plus vaste que son royaume, avait appartenu en nom propre à un monarque belge. Ce personnage à la barbe biblique avait battu une fortune faramineuse en exploitant l'ivoire et l'arbre à caoutchouc dont regorgeait sa colonie privée. Pour y maintenir l'ordre, il entretenait à grands frais une armée constituée en majorité de tirailleurs recrutés localement, mais encadrés par des mercenaires blancs. Cette force hétéroclite devait aussi s'assurer que chaque autochtone en âge de procréer s'acquitte auprès de l'administration royale des quotas périodiques de défense d'éléphants et de latex qui lui étaient exigés. Donc, sinon, Voilà, sinon il suffisait des primates qui pouvaient aller jusqu'à l'amputation de la main, oui, où souvent on prenait en otage les femmes et les enfants pour obliger les hommes et les garçons à aller cueillir la sève du caoutchoutier et de cette manière-là s'assurer qu'ils rempliraient bien leur quota. oui, de toute façon, on compte au Congo, je crois qu'on comptait 10 millions les dégâts qu'a fait le personnage à la barbe, comme vous dites, Biblique. le personnage biblique, 10 de, millions à 14 millions hein, de de victimes. victimes. Absolument. C'est étonnant qu'on ne parle pas de... À certains, on aurait donné un nom hein, de génocide ou... bref, on aurait qualifié, vous voyez ce que je veux dire, la personne, mais... quelqu'un qui fait un nombre de 10 millions à 14 millions de victimes. Oui, oui. C'était déjà une politique d'extermination à l'époque. Ça, vraiment, merci à vous pour toutes ces Mais informations. merci, Madame Eya. Merci à vous et à votre équipe. Je vous en prie. Comme je dis, c'est un livre majestueux, inondé de faits et détails inédits. Merci beaucoup. On dirait vraiment, c'est un récit historique. Merci. Franchement, mesdames et messieurs, lisez-le. Et en plus, la couverture, vous voyez, elle est tellement attrayante, la couverture. Elle est Oui, tellement bien alors faite. je le dirais à la graphiste de mon éditeur. C'est elle qui en a tout le mérite. Super bien fait. Super. Le format, tout ça, c'est vraiment bien fait. Merci. Alors, non seulement c'est l'esthétique qui est, mesdames et messieurs, découvrez le contenu. Vous ne serez pas déçus. On en apprend. On en apprend des choses sur le monde. Et puis, ce que je retiens, vous l'avez dit, c'est une de vos phrases en disant, moi je me dis, comme disait Jean-Jacques Rousseau, l'homme est un loup pour l'homme. L'homme a toujours été un loup pour l'homme. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que l'humanité, comme le souhaitait Thomas Starr, est-ce que l'humanité connaîtra la paix? Ah, ça, c'est L'humanité ce connaîtra que la je paix. dis, je me risque à vous dire ce que je dis dans mon prochain roman, c'est à savoir que la personne humaine est un projet qui est sans cesse à recommencer. Hein. Chaque naissance nous prouve qu'elle se réinitialise et chaque décès nous prouve qu'elle a échoué. Mhm, Voyez. Donc, c'est ça qui fait à la fois le charme mhm. et, je dirais, le désespoir finalement du genre humain. Parce que chaque fois qu'on est, il faut tout recommencer. Et Mhm. chaque fois qu'on meurt, eh bien, d'une certaine manière, on a échoué parce qu'on n'a pas atteint ce qu'on pourrait percevoir comme la terre promise. Hein. Et donc, chaque fois, c'est ça qui fait le grand défi, le charme de la vie et en même temps le désespoir. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'on connaisse notre histoire. Hein. Il faut qu'on connaisse notre histoire, qu'on connaisse ce que ceux qui nous ont précédés ont fait. Hein. Subi, Voilà, fait. Mhm. pour essayer de faire notre part. Hein. Sinon, faire mieux hein, que ceux qui nous ont précédés. Mhm. Mhm. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit. Tout à fait. Voilà, alors, Monsieur Netonon Noël Djekeri, vous dites aux auditeurs où est-ce qu'on se procure votre livre? Alors, mon livre est disponible sur toutes les librairies en ligne, hein, Amazon,
On fait toutes les librairies en ligne, la FNAC. Et puis, autrement, ben, dans toute bonne librairie de l'espace francophone, on peut trouver le livre. Ou on peut le commander aussi sur le site de mon éditeur qui s'appelle Elis Hélas. Voilà, mesdames et messieurs, vous savez où vous procurez ce bijou. Vraiment, c'est un document, je le dis encore, c'est un document historique. Merci beaucoup. En qui il est à lire et il est très bien écrit. Il est tellement bien écrit, un vocabulaire riche. Monsieur Netonon Noël Njekeri. Donc, il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis, mesdames et messieurs, lisez-le. On retrouve des informations percutantes. Voilà, l'atmosphère est très mouvementée. Les personnages, on trouve de tout. Attachants, courageux, persévérants et odieux. Donc, c'est vraiment un tout. Lisez-le, vous ne serez pas déçus. N'oubliez pas, les auteurs ont des pages Facebook. Après avoir lu le livre, il est important d'aller sur leur page, laissez-leur vos commentaires. Nous sommes là pour ça, pour les encourager. Voilà. Un grand merci à vous, Monsieur Njekeri. Vraiment, merci. Merci à vous-même et à votre équipe, Madame Judith. Merci. On se dit à très bientôt. C'était un plaisir. À bientôt. Merci. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons donc d'échanger avec monsieur Noël Njekeri sur son livre, un livre très intéressant. C'est un livre historique, il faut vraiment le lire. Voir comment est né le Tchad, la naissance du Tchad. Il explique qu'à l'époque c'était la Grande Eau, voilà, qui signifie Tchad, comment ça a été scindé. La culture du Tchad, la civilisation que le Tchad a adoptée vient d'où? Il commence le livre en parlant justement de l'esclavage arabo-musulman qui a duré très longtemps, qui a été aussi brutal. Tout se passait dans des villages, comment des royaumes, et aussi il explique comment des royaumes ont été islamisés dans la violence, la terreur. Alors, de l'esclavage arabo-musulman, on est passé donc à l'esclavage transatlantique, la traite négrière, voilà, de par l'Occident. Et de la traite négrière, on passe aux indépendances africaines. C'est vraiment intéressant de lire. Le récit est très bien structuré, le suivi des événements est bien relaté et c'est impressionnant. En sortant de là, on se pose tellement de questions sur le genre humain. Le genre humain. Qu'est-ce qu'on cherche? Comme disait Rousseau, l'homme est un loup pour l'homme. Qu'est-ce qu'on cherche? Toujours à exploiter l'autre juste pour des biens matériels. Voilà, et en plus, ils ont décrété, pour se donner bonne conscience, ils considéraient que les Noirs étaient des sauvages, des populations indigènes, et qu'il fallait donc les convertir pour les civiliser. Donc de l'autre côté, l'islam, tous ces émirs, ces sultans de l'époque ont décidé de coloniser certaines parties d'Afrique, parce que c'était des sauvages, donc voilà, il fallait leur imposer l'islam. Et d'un autre côté, les chrétiens aussi, voilà, à travers des croisades, ça a commencé en Europe d'ailleurs, leurs croisades, ils ont emmené ça en Afrique, il fallait coloniser en imposant la religion. Au nom de Dieu, d'Allah, on ne sait pas. Après ça arrivent les indépendances où on pense que ça va être mieux et que ces leaders à la tête des États africains apporteront une nouvelle Afrique, une Afrique en paix, une Afrique sans esclavage. On se rend compte que voilà, c'était tout simplement un leurre. Et comme il dit, il souligne dans le livre, j'ai bien retenu cette phrase où il dit « Ni l'oppresseur, ni l'opprimé n'ont désormais de couleur assignée ». Il le dit parce que l'esclavage, on voit des Noirs qui exploitent leurs semblables. Boko Haram, c'est une armée islamiste, une armée islamique au Sahel. L'armée de l'État islamique, d'ailleurs, ils disent c'est des Noirs en majorité. Ils exploitent leurs semblables. Ils les traînent en esclavage, les filles, les garçons, tout. On voit ce qui se passe en Libye. C'est des Noirs qui leurrent leurs semblables en leur disant d'aller en Libye. Le monde connaîtra, l'humanité connaîtra vraiment la paix, l'amour un jour. On se demande, restons positifs. Voilà. Donc c'est vraiment un récit à lire. Un très bon récit, très bien écrit. Remarquable. Voilà, donc il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis de monsieur Netonon Noël Njekeri.
mesdames et messieurs. Voilà, vous aimez Parlons de livres, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez le pouce, commentez et surtout partagez. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.